Et notre invité ce matin, c'est Cyril Chabagnier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de la CFTC. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. On va évidemment parler de Cyril Chabagnier, de votre rencontre avec Elisabeth Borne. Vous, ce sera demain, en milieu de journée. On va y revenir. Mais d'abord, vous avez, j'imagine, écouté le président de la République hier soir, invité du 20h de TF1. Il a de nouveau défendu la réforme des retraites, réforme nécessaire et qu'il assume, a-t-il dit. Il dit que le pays avance malgré la contestation sur cette réforme. Comment vous avez accueilli ces propos ? Ce qui était assez insupportable, c'est d'avoir toujours le même discours en nous disant que pour financer notre système de retraite, il fallait absolument décaler l'âge légal parce que les deux autres solutions, qui sont soit la baisse des pensions, soit l'augmentation des cotisations, ne sont pas possibles et acceptables. Jusque-là, d'ailleurs, on peut le suivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 5-6 mois qu'on explique qu'il y a d'autres solutions pour financer le régime des retraites et que je crois que ce combat-là de la pédagogie et de l'explication, il a perdu. Tout le monde a compris qu'on pouvait trouver d'autres solutions pour financer les retraites. Alors qu'il fallait faire une réforme des retraites, on l'a toujours dit à la CFTC, que notre système allait être en déficit dans les années à venir. On peut discuter du chiffre 10, 12 ou 15 milliards, mais on l'a toujours assumé. La problématique, c'est que ces 12 à 15 milliards, on pouvait les trouver autrement que par le report de l'âge légal. Et c'est là où il y a notre fort désaccord. Donc ce triptyque qu'on entend depuis des mois, que c'est soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations, soit on décale l'âge légal, non, il y a d'autres solutions, l'emploi des seniors, on l'a dit, l'égalité salariale, la conditionnalité des aides, revoir les exonérations de cotisations, d'autres sujets qu'il n'a pas voulu aborder. Et on va en parler. Est-ce que vous attendiez vraiment autre chose d'Emmanuel Macron hier soir ? Ah non, sur les retraites, on ne s'attendait pas à notre discours. Je crois qu'aujourd'hui, on sait que le combat qu'il faut mener, c'est avec la proposition de loi du groupe Lyotte qui sera débattue le 8 juin. Et je crois que ça sera peut-être un des derniers combats, mais celui-là, en tout cas, il faut le mener et on le mène fortement. On va y venir, on va parler de votre rencontre, je le disais, ce sera demain à la mi-journée avec Elisabeth Borne. Alors avant le dernier combat de la Lyotte le 8 juin, qu'est-ce que vous attendez du rendez-vous de demain avec Elisabeth Borne ? Il n'y a pas d'ordre du jour fixé. De quoi est-ce que vous allez lui parler, vous ? Alors il n'y a pas d'ordre de jour fixé parce que le but de ces rencontres, c'est justement de pouvoir fixer ensemble, puisqu'il y a le dialogue social qui devrait repartir, si on écoute la Première ministre avec l'apaisement, on devrait construire ensemble un agenda social. Ça déjà, vous saluez, avant de parler du fond, ça déjà, vous saluez la méthode ? Le fait qu'elles disent il n'y a pas d'ordre du jour, j'ai envie d'écouter leurs priorités. Le fait de nous dire que tous les sujets sont ouverts, qu'il n'y a pas de tabou et qu'on va construire ensemble un agenda social, jusque-là, évidemment, ça démarre plutôt bien. On va voir par la suite. Alors, on va lui parler, évidemment, on va faire un petit topo sur les retraites pour dire que pour nous, le combat continue. Le fait de venir à ces réunions, ça ne veut pas dire qu'on a tourné la page. C'est évidemment important. Ensuite, on va parler des autres préoccupations de nos concitoyens. Mais juste, c'est pas un préalable à la suite des discussions, parce qu'il y a quand même peu de chances demain qu'elle vous dise qu'elle revient sur la réforme des retraites. Pour vous, vous n'en faites pas un préalable à la suite des discussions. Non, parce que nous avons des tas de sujets aujourd'hui qu'il faut absolument traiter. Et donc, mais c'est juste que alors c'est pas un préalable, mais à l'inverse, d'y aller, ça ne veut pas dire qu'on tourne la page sur les retraites. Mais les sujets qu'il faut absolument traiter. Donc les sujets, vos priorités à vous. Nos priorités à nous. Premier sujet, c'est évidemment pouvoir d'achat, salaire. Quand on en écoute encore hier soir le discours du président de la République où on nous dit que les augmentations de salaire doivent passer uniquement par les partenaires sociaux et donc par le dialogue social, entre l'État qui fait tout et l'État qui fait rien, il y a peut-être un juste milieu. Je rappelle quand même que déjà, le premier employeur en France, c'est l'État et que l'État a un rôle à jouer dans les salaires de nos fonctionnaires et aujourd'hui, on est loin d'avoir compensé l'inflation. Donc, et quand j'entends Bruno Le Maire demander aux entreprises d'augmenter les salaires pour ceux qui le peuvent, ça serait bien déjà de montrer l'exemple. Nous avons un sujet phare sur les classifications dans notre pays puisque nous avons 150 conventions collectives qui ont des niveaux de rémunération en deçà du SMIC. Il faut absolument qu'on règle ça. Des tassements de grilles hiérarchiques. Juste qu'on règle comment pour vous ? Qu'est-ce que vous allez demander précisément ? Nous, on va demander que les aides aux entreprises soient conditionnées au fait que, justement, ces branches soient mises dans la régularité. Et d'ailleurs, on va demander aussi que les écarts dans ces niveaux de rémunération restent stables quand il y a des augmentations de bas salaire. C'est-à-dire que lorsque les premiers niveaux avec le SMIC augmentent par exemple de 2%, il faut que les autres niveaux dans une grille de classification augmentent aussi à peu près de 2%. Sinon, on a un tassement terrible. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on a quasiment plus de négociations de salaire global. On a uniquement des salaires, des négociations sur les bas salaires.
Donc, et c'est très bien, c'est une priorité, je ne discute pas sur ça. Mais toutes les personnes qui ont quelques centaines d'euros au-dessus du SMIC, souvent on voit leur salaire qui ne bouge plus, il y en a un tassement. Donc ça, c'est important. Ça, typiquement, le conditionnement des aides aux entreprises qui ne joueraient pas le jeu sur la rémunération, c'est quelque chose qui peut aboutir, par exemple. Vous pensez que là, la Première ministre peut vous donner rapidement... Je crois que ça peut aboutir. Je pense que la Première ministre et le ministre du Travail ne sont pas forcément fermés sur cette position. Après, on a un problème de mise en place. Ce n'est pas évident de mettre la conditionnalité. Tout simplement, c'est est-ce qu'on le fait au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on le fait au niveau de la branche? Il faut qu'on soit très prudent parce qu'il faut qu'on puisse mettre en place cette conditionnalité sans créer de différences juridiques qui pourraient être retoquées soit par le Conseil constitutionnel, soit par d'autres instances. Donc c'est pas évident à mettre en place et ça demande un petit peu de travail, mais sur l'envie de le faire, je pense qu'on peut avancer sur ce sujet-là. En tout cas, je ne veux pas préjuger des réponses qu'on aura demain, mais je crois que en tout cas la discussion est ouverte. Mais juste pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui fait que demain vous ressortirez satisfait de ce rendez-vous à Matignon? Ça sera les différents sujets qu'on pourra aborder. Est-ce que sur les salaires, il y a un coup de pouce qui va être donné pour les fonctionnaires? Est-ce que sur coup de pouce, ça veut dire quoi? Augmentation du point d'indice? Augmentation du point d'indice. Est-ce que de combien vous souhaitez? Écoutez, sur les 20 dernières années, il y a une différence de 20% entre l'inflation et le point d'indice. Il y a eu 3,5% qui ont été donnés. On sait très bien que les 17% qui manquent, on ne va pas le faire à une fois et on peut comprendre ça, mais il faut s'inscrire dans un phénomène de rattrapage. Il faut encore augmenter au moins une première demande à 4-5% et le faire en 3-4 étapes. Donc c'est une première demande. Les grilles de classification, est-ce qu'on est prêt à les faire? C'est une deuxième demande, mettre en place la conditionnalité des aides. Nous, on va demander aussi d'ailleurs de mettre à plat toutes les aides. C'est-à-dire aujourd'hui, selon les chiffres, on parle de 100 milliards d'euros d'aides aux entreprises ou d'exonération. D'autres rapports parlent de 160. Alors ça dépend ce qu'on prend en compte sans faire une bataille de chiffres. Nous, on demande à ce qu'on mette tout ça sur la table avec la Cour des comptes, avec des experts. Pour aboutir à quoi, du coup? On n'est pas dogmatique à la CFTC pour aboutir à dire, voilà, il y a des aides qui sont efficaces, qui sont utiles, qui ont montré leur effet, on les garde. Il y en a d'autres où, y compris la Cour des comptes, démontre que il n'y a quasiment pas d'effet. Je parle par exemple au 1,6 SMIC de la loi Fillon qui donne des exonérations, qui crée une trappe à bas salaire incroyable, parce que dans beaucoup d'entreprises, 1,6 SMIC, c'est le salaire moyen en France. Donc dans beaucoup d'entreprises, on ne veut pas augmenter les salaires, et en particulier de ces catégories, parce qu'on passe juste au-dessus des 1,6 et on a beaucoup moins d'exonérations, donc c'est une trappe à bas salaire, vous voyez. Donc tout ça, il faut vraiment qu'on puisse en discuter. Et puis, il y a d'autres sujets, il y a l'assurance chômage, il y a la conditionnalité avec le RSA. Alors sur le RSA justement, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que là le gouvernement vous semble ouvert sur ce sujet? Alors, le gouvernement est ouvert et moi, c'est pas le sujet sur lequel j'ai plus de difficultés avec le gouvernement. C'est peut-être une différence avec mes autres collègues parce que j'inverse la problématique. C'est-à-dire, c'est pas la conditionnalité pour obtenir le RSA avec un engagement, avec des formations qui me choquent. C'est l'inverse qui me choquerait. C'est-à-dire, quelqu'un qui est au RSA doit être obligatoirement accompagné. Parce que notre objectif, c'est de le sortir du RSA. À la CFTC, on est très attaché à l'homme ou la femme debout. Donc on veut le sortir du RSA. Aujourd'hui, on a 340 000 bénéficiaires du RSA qui n'ont aucun accompagnement, qui n'ont même aucune structure de rattachement. Quelle différence avec le discours du gouvernement? Mais moi, je n'ai très peu de différence avec le discours du gouvernement sur ça, à condition qu'on parle bien d'accompagnement, qu'on parle de formation, qu'on parle d'immersion ou de stage, ça me va. Et pas d'heures de travail obligatoires. Mais pas d'activité avec d'heures de travail obligatoires. Parce que si on est capable de donner 15 à 20 heures de travail obligatoire, on est capable de donner au moins un mi-temps à une personne qu'on peut compléter avec des aides. Donc on ne fait pas un travail gratuit ou un travail avec un bas coût. L'objectif, il n'est pas là. Mais par contre, de dire qu'il y a des droits et des devoirs et de demander qu'il y ait un accompagnement, mais ce qui devrait choquer tout le monde, c'est les personnes au RSA qui n'ont pas d'accompagnement. C'est ça qui devrait être choquant. Donc c'est pas un sujet, je pense que donc sur là-dessus, c'est un sujet sur lequel vous pouvez tomber d'accord. À partir du moment où c'est pas des heures d'activité, des heures de travail à bas coût, on peut tomber d'accord. Et puis on a d'autres sujets aussi à traiter qui sont capitaux. On a une crise du logement dans notre pays aujourd'hui. On a un système éducatif qui est extrêmement compliqué. Enfin, vous voyez dans toutes les études qui sont menées, dans les tests, on a un niveau scolaire qui devient
qui devient catastrophique. On est classé parmi les pays d'Europe, en tout cas avec les résultats les plus mauvais. Donc on a la santé et notre santé au travail qui est aussi un vrai sujet. Et puis, je terminerai par ça, parce que vous voyez, ça fait beaucoup de sujets, mais on va pouvoir aborder un peu tout ça, puis on verra les priorités qu'on mettra, même si le pouvoir d'achat restera la priorité, évidemment. On a tous les sujets liés à la retraite qui ont été retirés par le Conseil constitutionnel et qu'on doit traiter, parce que je veux dire, même si le 8 juin, on gagnait et que cette loi est retirée, il faudrait quand même traiter ces sujets-là. Je veux dire, c'est quand même... Donc ça veut dire juste vous demandez à Elisabeth Borne de revenir sur les mesures initiales, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les reconversions et emploi des seniors, oui. Pénibilité, reconversion, emploi des seniors. Et ça, vous en faites une condition ? Oui, mais de toute façon... Vous dites, à défaut de revenir sur l'ensemble de la réforme, il faut au moins revenir là-dessus. Ah, mais il faut au moins revenir là-dessus, mais je pense que... Alors peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur tous les sujets sur lesquels on veut mettre sur la table liés à ces 3 thématiques, mais... Mais quelle est votre priorité, vous, par exemple, sur ces sujets ? La priorité, c'est évidemment la pénibilité et les reconversions. Il faut qu'on essaie de réintégrer ces critères ergonomiques dans le compte pénibilité ou à minima de pouvoir remettre ce qui a été dans la loi, c'est-à-dire le fait que vous puissiez faire une reconversion lorsque vous avez des critères ergonomiques, c'est-à-dire des charges lourdes, des postures difficiles, parce qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça. Il y a certains métiers où, évidemment, c'est bien de partir 2-3 ans plus tôt à la retraite, mais le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas faire pendant 40 ans. Parce que même si vous partez 3 ou 4 ans plus tôt à la retraite, vous êtes complètement brisé. Donc on devrait presque avoir des obligations de reconversion au bout de 20 ans de métier pour les métiers physiquement les plus pénibles. Donc ça, c'est un vrai sujet à traiter. Il y avait aussi le fait qu'on puisse partir de manière anticipée grâce à ces critères ergonomiques. Alors, nous, on voulait que ce soit réintégré de manière automatique dans le compte pénibilité. Ça avait été mis par une visite médicale et donc par l'accord du médecin, mais à minimum, il faut que ça revienne. Même si je trouve qu'on met beaucoup de... Ça faisait partie des désaccords d'ailleurs entre le gouvernement et les syndicats, cette question de la visite médicale. Disons que ça permettait... Vous êtes prêt à lâcher un peu ? Non, disons que ça permettait de remettre un petit peu, de reprendre en compte un petit peu les critères ergonomiques. Alors pas totalement comme on le souhaitait dans le compte pénibilité, mais au moins il y avait une possibilité de les reprendre en compte. Donc c'était une espèce de mauvais compromis, c'était pas suffisant pour nous, mais aujourd'hui il n'y a plus rien par rapport à ça. Donc ça c'est un vrai sujet. Et puis il faut traiter l'emploi des seniors, puisque là il y a absolument plus rien. Tout a été retoqué là au niveau de la loi. Et aujourd'hui, une personne sur 2 qui arrive à la retraite, qui n'est plus en activité, c'est absolument impossible de continuer comme ça, parce que c'est la cause principale de notre déficit. Et là, est-ce que les mesures votées par le Sénat sur l'index senior, le CDI senior, ça vous allait ? Alors le CDI senior, je reste persuadé que c'est une mauvaise solution, donc ça ne nous va pas, parce qu'on continue, ça fait un peu le message, offrez-vous un senior à bas coût ou pas cher, enfin, j'ai beaucoup de mal avec ce type de mesure. Par contre, l'index senior, oui, je suis persuadé que c'est une bonne mesure, mais c'est une bonne mesure à condition que les entreprises qui ne jouent pas le jeu soient pénalisées à la fin. Or là, parce que c'est pas contraignant en fait. Donc, là, c'est une mesure. Là, c'est une mesurette. Alors, c'était pénalisant si l'entreprise ne publiait pas son index. Alors, je peux vous dire, moi, des index, je vous en publie 300 par jour, c'était pas un problème. Donc, ce qu'on demande, nous, à la CFTC, c'est que lorsque l'entreprise publiera l'index, si cet index est mauvais, il doit, l'année suivante, faire une progression. Alors évidemment, si on met que le bon index est 80% et que l'entreprise est à 40, on ne va pas le demander de gagner 40 points en un an. Mais en tout cas, peut-être en 3-4 ans, de gagner 10 points chaque année. Vous voyez, d'avoir une trajectoire qui soit positive, sinon d'être pénalisé. Et ça, vous lui demandez de le réintégrer très vite dans la future loi travail ? On lui demande de le réintégrer et d'aller plus loin, puisqu'on demande d'être pénalisé si l'index ne s'améliore pas d'année en année. La prochaine action des syndicats, elle est fixée au 6 juin, cette grande marche, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que pour vous, ça peut influer sur le vote des députés le 8 juin, cette journée du 6 juin ? Oui, ça peut influer. Il y a C'est le but ? Oui, c'est tout à fait le but. C'est mettre pression sur les parlementaires, à la fois par la manifestation et puis par le travail que l'on fait. Alors, donc, on a écrit un intersyndical à l'ensemble des députés. Mais c'est le rôle des syndicats de mettre la pression sur les parlementaires ? Ah oui, je crois que c'est le rôle des syndicats de demander à nos parlementaires de pas voter, enfin, j'allais dire de pas voter une loi. Alors, en l'occurrence, il faut voter la proposition pour l'annuler, mais évidemment que c'est notre rôle. Vous avez vu d'ailleurs que lorsqu'il y avait la décision du Conseil constitutionnel, qui est la plus grande instance de notre pays, on n'a pas mis de pression sur le Conseil. Les parlementaires, oui, c'est notre rôle de faire ça. Donc on leur écrit un courrier, on leur téléphone pour essayer de les convaincre de voter cette proposition de loi. Vous allez par exemple rencontrer des sénateurs, les Républicains ?
Oui, ils soutiennent la réforme des retraites. Oui, alors on rencontre, évidemment, on discute avec le groupe Elliott, puis on rencontre à la fois, enfin en tout cas pour la CFTC, des parlementaires, des Républicains et de la majorité, parce que les autres courants, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de les convaincre à voter la proposition de loi, donc peut-être pas besoin de perdre du temps avec ceux dont on sait qu'ils vont le voter. Mais le groupe Elliott, vous allez rencontrer le président du groupe Elliott, oui, le président m'a écrit, on doit se rencontrer assez rapidement. Vous avez une date ou pas encore ? Non, j'ai pas la date. On essaie de voir avec nos agendas communs. Je vous rappelle que sur cette réforme des retraites, on nous disait il y a quelques mois, mais elle sera votée. De toute façon, il faudrait 25 voix des Républicains ou 30 voix. Au maximum, on en compte 10 ou 12, ça ne marchera pas. On a vu que par ces coups de fil, par notre pression, au bout du bout, le compte n'y était pas. Et même des députés de la majorité n'auraient pas voté la loi. Et c'est pour ça que c'est passé par un 49-3. Donc je pense qu'il y a une réelle chance que cette proposition de loi soit votée. Est-ce que c'est pas aussi un peu contre-productif ? Parce qu'on a entendu des députés les Républicains qui ont voté la motion de censure, qui sont opposés à cette réforme, être un peu réticents, c'est un euphémisme, sur le fait que Elliott soit si proche des syndicats. Est-ce que du coup vous n'avez pas peur que ça vous enlève des voix chez les Républicains ? Alors moi, je me sens absolument pas proche du groupe Elliott. Il y a juste que par le jeu politique, le groupe Elliott dépose la proposition de loi parce que c'est le seul groupe qui peut faire en sorte que tous les autres groupes votent une proposition de loi. On sait bien que lorsque la NUPES fait une proposition de loi, le RN a du mal à le voter et inversement. Donc ce groupe se retrouve à une place centrale. Mais moi, je me sens pas proche d'un groupe. Simplement, je fais mon rôle en tant que leader syndical de demander aux parlementaires et aux sénateurs de voter cette proposition de loi pour que, l'article 7 soit supprimé, et 2, il y a une autre proposition qui est une grande conférence de financement, et c'est ça qu'on demande. Encore une fois, moi je ne conteste pas le fait qu'il faille trouver les 12-15 milliards. On dit juste qu'on peut les trouver autrement. Mais cette conférence de financement, est-ce que vous n'allez pas la demander à Elisabeth Borne demain sans forcément passer par le vote de cette loi ? Alors, ça va faire partie des choses que vous demanderez demain ? On va demander de retirer la loi pour faire à la place une conférence de financement, parce qu'il n'y a pas d'urgence et on n'est pas à quelques mois près pour faire une réforme des retraites. Mais aujourd'hui, la réponse du gouvernement, et on le voit bien hier encore dans la déclaration du président, on voit bien qu'ils ne veulent pas bouger sur cette réforme des retraites. Donc je crois que la seule chose maintenant à faire, après 3 mois et demi de mobilisation, c'est de passer par cette proposition de loi du groupe Elliott. Pour vous, elle peut être votée le 8 juin. Vous êtes optimiste là-dessus ? Elle peut être votée, ça va se jouer à quelques voix. Elle peut être votée à l'Assemblée nationale. Ça sera un autre sujet au Sénat. Mais je crois que ça serait quand même un coup de tonnerre, parce que ça sera la première fois qu'il y aurait un vote à l'Assemblée nationale sur cette loi, parce qu'il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un vote contre de censure. Elle sera probablement votée à l'Assemblée nationale, mais on sait tous qu'elle ne sera pas votée au Sénat, et oui. qu'elle ne sera pas suivie des faits. Donc vous cherchez avant tout un coup de com', un coup politique, médiatique à travers ce vote. Non, qu'est-ce qui se passe après ? C'est pas un coup de com'. Parce que ce ne sera pas l'abrogation de la loi elle-même, même si c'est voté à l'Assemblée. Alors, on peut se mettre d'accord que voter à l'Assemblée, il y a une chance. Voter au Sénat, ça va être très compliqué. Oui. Ça, jusqu'à là, on est d'accord. Je crois que ça serait un coup de tonnerre que ce soit voté à l'Assemblée. Non, parce que c'est clair. Et pas un coup de tonnerre, un coup de com' pour les syndicats. C'est un coup de tonnerre parce que le président aura quand même du mal, et le gouvernement aura du mal à nous dire, pour une fois où c'est voté, qu'on ne peut pas complètement tenir compte. Ça peut avoir des conséquences. Alors lesquelles, par exemple ? Ça peut avoir une conséquence en disant que cette loi, tout compte fait, on l'abroge parce que le gouvernement ne s'attendait pas à ce que cette proposition de loi le soit votée, et ça va être dur d'expliquer qu'on ferme les yeux sur ça. Ça peut avoir des conséquences politiques, parce qu'un tel vote d'une proposition de loi à l'Assemblée, ça peut mettre le gouvernement en difficulté. On peut avoir un changement de gouvernement, on pourrait avoir une dissolution. Enfin, en tout cas... Mais vous la demandez, vous dites si le texte est voté le 8 juin, il faut une dissolution, il faut le départ d'Elisabeth Borne. Je ne demande pas le départ d'Elisabeth Borne, je ne demande pas une dissolution, et je ne combats pas le gouvernement, je combats cette loi. Donc moi, je suis extrêmement clair sur ça. Mais dire qu'un vote à l'Assemblée nationale aurait que peu d'importance ou simplement un coup de com', non, ça peut faire retirer cette loi, parce que ça va être un coup de tonnerre, ça peut avoir des conséquences politiques. Donc, si on mesure tout ça, c'est pas rien de. Non, mais vous avez voter raison, cette mais loi. même après les propos du président de la République hier, vous avez senti qu'il serait prêt à reculer en cas de vote pour l'abrogation le 8 juin.
Non, mais je crois qu'il y a aussi un jeu politique pour tout faire aujourd'hui pour que cette proposition de loi ne soit pas votée. Entre les discours officiels et ce qu'on entend un peu dans les coulisses, ça les inquiète que cette proposition de loi puisse être votée parce que, évidemment, derrière, dans les justifications, ça va être dur de venir sur les plateaux télé pour dire non, mais attendez, ça a été voté par le Parlement, mais en fait, on peut ne pas en tenir compte. Ça va être compliqué. Donc, il y a de l'inquiétude par rapport à cette proposition de loi. Je crois que le gouvernement fait le pari aujourd'hui que ça ne sera pas voté pour quelques voix. Nous, on fait le pari inverse, on verra bien, rendez-vous le 8. Et si jamais vous perdez votre pari, est-ce que vous acterez la fin de la bataille contre cette réforme des retraites ? Nous, pour la CFTC, je pense que le 8, c'est le dernier combat. Derrière, on passe à juillet-août, ça va être compliqué de faire des mobilisations. Puis, je crois qu'au bout d'un moment, on aura donc fait si c'est tout pas ce qu'on voté, pourra vous faire. dites dont acte, Oui, on tourne la page, ce combat-là, on l'a perdu. Alors, on tourne la page, on continuera à combattre la réforme des retraites, on continuera à s'exprimer, on continuera à demander d'avoir des modifications, on se battra aussi sur les décrets d'application dans lesquels on peut faire des modifications qui sont en train d'être écrits. Donc on continuera, vous savez. Mais il n'y aura pas de nouvelles journées de mobilisation de votre part, il n'y aura pas de nouvelles actions de votre part. Je ne pense pas, parce que je ne vois pas ce que ça peut apporter aujourd'hui. Mais j'allais vous dire, on continue à critiquer la réforme de 2010, on est en 2023, donc le combat contre cette réforme, on va continuer à le mener. Sous d'autres formes. Mais sous d'autres formes. Je ne pense pas que la mobilisation... Vous avez quelques pistes déjà en tête ou c'est prématuré ? Non, on va y réfléchir. On va y réfléchir ensemble. Alors je vous dis, il y a la piste des décrets d'application qui est important. On pourrait demander une conférence de financement. On pourrait. Je vous rappelle aussi que les 64 ans, c'est horizon de 2030 et qu'à mi-parcours, il doit y avoir un bilan et un état des lieux qui doit être fait. Donc c'est aussi une façon de faire. Le RIP qui n'a pas été voté, qui n'a pas été mis en place et validé, on peut le redemander au bout d'un an suite à la promulgation de la loi. Donc ça peut être aussi une piste à plus long terme. Voilà. Donc il y a tout ça qui est en réflexion. Mais appeler encore des manifestations très massives dans la rue après le 8, ça me paraît pas une bonne idée. Sauf si si le texte est voté. Sauf si le texte est voté. Là, en l'occurrence, on devra se reposer la question. Est-ce que l'intersyndicale a vocation à durer ? L'intersyndicale, elle s'est construite sur cette question des 64 ans, du refus des 64 ans. Aujourd'hui, à durer... je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut être d'accord sur une thématique, autant la porter ensemble. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire on peut porter cette thématique ensemble. Après, on sait qu'on a aussi des tas de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord sur nos propositions. Et quand on n'est pas d'accord, chacun défend sa proposition et respecte l'autre. Est-ce que vous avez d'autres combats communs à venir ? Est-ce que vous êtes en train de préparer autre chose en intersyndicale ? On discute ensemble sur les sujets qu'on pourrait porter en commun. Et on a 2-3 sujets aujourd'hui. On sait que la conditionnalité des aides est un sujet qu'on peut porter en commun, même si on ne sera peut-être pas d'accord au bout du bout sur l'application exacte et qu'on peut avoir des différences. Mais en tout cas, le principe, on est prêt à le porter ensemble. Sur ce que je parlais aussi, sur le fait que les 150 branches qui ont des niveaux de classification en dessous du SMIC, c'est un sujet qu'on va, je pense, porter ensemble. Donc voilà, Mais est-ce que hors réforme des retraites, bien sûr, il y a d'autres actions communes prévues ? Alors, action commune, non. Là, aujourd'hui, on est plutôt on travaille sur quels sont les sujets qu'on peut porter ensemble. Je vous en ai cité 2, il peut y en avoir d'autres, sur l'assurance chômage, par exemple, ou d'autres sujets. Quand on est parfaitement d'accord sur un sujet, ou en tout cas, ou contre une mesure, ça peut être aussi par cet effet-là, autant le porter ensemble, on est toujours plus fort. Maintenant, on a beaucoup de différences. Et ce qui est bien, parce qu'on a appris peut-être mieux à se connaître, on respecte nos différences et on respecte nos désaccords. Et ça aussi, c'est important. Dernière question, Stéphane. Je suis curieux de savoir, on sait que tous les syndicats ont profité ou profitent de ce mouvement. Il y a des regains d'adhésion. Est-ce que c'est le cas à la CFTC ? Comment vous le mesurez ? Oui, on a eu 30% d'adhésion supplémentaire sur les 4 premiers mois. Et pour discuter régulièrement avec mes autres collègues leaders syndicaux, on est à peu près tous dans ces eaux-là. C'est-à-dire que chacune des organisations syndicales a eu un boom assez important, parce que 30% ce n'est pas rien, un boom ça important de ces adhésions. Ça va se poursuivre ou ça va retomber ? Vous pensez que c'est une nouvelle dynamique ? Alors, je crois qu'il y a une nouvelle dynamique et on a montré notre sérieux durant ce conflit. Après, traditionnellement, les conflits apportent des adhésions supplémentaires, mais pas de ce niveau-là. Donc, je crois qu'il y a une vraie dynamique. Maintenant, il ne faut pas décevoir, il faut s'occuper des salariés. Ça peut être le début de la reconstruction d'un rapport de force. Oui, je pense que c'est un nouveau rapport de force. Merci Cyril Chabagnier. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Stéphane, la une de Ouest France. Migrants, les États-Unis plongés dans la confusion. C'est à lire à la une de votre journal. Merci Stéphane, merci Cyril Chabagnier. On passe au Club des Territoires.